Bienvenue dans ce dernier épisode du podcast pour une écologie anticapitaliste. Nous poursuivons notre cheminement après avoir notamment évoqué la pensée de Bernard Stiegler sur le capitalisme comme mode de production pulsionnel. Celui-ci a vécu une transformation au début du XXe siècle, passant d'une phase uniquement productiviste à une phase consumériste. La bourgeoisie et les travailleurs, avec leur salaire de subsistance, ne sont plus suffisants pour absorber le volume de la production. Le capital donne donc à la fois les moyens aux travailleurs pour consommer davantage, mais leur en donne aussi l'envie par ses relais culturels. Les capitalistes eux-mêmes sont pris dans des rapports sociaux et dans le bain idéologique dans lequel nous sommes plongés, qui justifie et défend sans cesse l'État existant. Ils proposent des solutions capitalistes pour répondre aux problèmes environnementaux. Nous allons le voir, sans succès. Les capitalistes sont tout à fait conscients de ce qu'ils engendrent. On sait même qu'ils étaient au courant bien avant nous. Dès 1971, l'entreprise Total avait conscience de la nocivité de ses activités pour le climat, mais a jugé meilleur que cela ne s'ébruite pas. Ils en ont conscience puisqu'ils se rendent compte que certaines de leurs activités pourraient être mises en péril par d'autres polluantes. Par intérêt économique ou d'image, les capitalistes tentent de verdir leurs activités en internalisant les externalités négatives. Afin que les émissions de gaz à effet de serre soient prises en compte par la sphère économique, ont émergé les marchés du carbone. Ceci consiste à délivrer des quotas carbone à des sites polluants, notamment des sites de fourniture énergétique, qui ne peuvent pas dépasser leur plafond d'émissions, à moins d'acheter de nouveaux quotas carbone provenant d'autres sites qui ont fait moins que leur plafond et qui peuvent donc revendre un droit à polluer. Mais comme ces quotas évoluent sur un marché, ils sont soumis à la loi de l'offre et de la demande. Dans le passé, il est déjà arrivé qu'un excès de quotas sur le marché réduise leurs coûts et donc rende plus intéressant le fait de continuer à émettre plutôt que de transformer son procès de production. Un problème qui pourrait, après tout, être réglé par la création d'un prix plancher et une réduction du nombre de quotas. D'autant plus que sur le marché du carbone européen, la plupart des quotas ne sont plus distribués, mais vendus aux enchères, ce qui permet de créer de nouvelles recettes aux États, en partie attribuées à la transition écologique. Sauf que le marché carbone ne concerne pas tous les secteurs économiques. Le secteur agricole en reste encore absent, notamment à cause de la plus grande difficulté à mesurer les émissions de méthane et de protoxyde d'azote par rapport au dioxyde de carbone. De même pour l'industrie qui reste moins impactée par peur de la perte en compétitivité. Ce sont seulement 55% des émissions françaises qui sont tarifées, 25% au niveau mondial. Et le prix moyen des quotas est 10 fois inférieur à ce qu'il devrait être pour être intéressant. Si les émissions mondiales ne sont pas entièrement tarifées, à un niveau correct, c'est évidemment pour la défense des intérêts privés des capitalistes. D'autant plus que de nombreux États délivrent toujours de juteuses subventions aux fossiles pour aider ces entreprises. C'est donc l'argent du contribuable qui vient aider à payer des quotas instaurés par les États eux-mêmes. Et la principale limite de ce marché du carbone, c'est évidemment qu'il ne prend en compte que les émissions de gaz à effet de serre, comme si le réchauffement climatique était le seul problème qui se posait à nous. Le climat n'est que l'une des 9 limites planétaires et qui pour le moment fait partie de celles que nous avons le moins dépassées, à contrario du cycle de l'azote, du cycle du phosphore ou de la biodiversité. C'est un écueil dans lequel nous devons éviter de tomber car il sert les intérêts du capital, en faisant croire que le problème serait uniquement d'ordre technique et donc que la réponse pourrait elle aussi être technique. Or, la disparition massive des insectes, des arbres, des poissons et des mammifères sauvages n'a pour le moment, hors cas particuliers et archétypaux comme les ours polaires, rien à voir avec le climat. Leur disparition a pour cause la déforestation, la surpêche et l'agriculture intensive, des effets de la logique d'expansion spatiale et d'accumulation du capital. C'est pour cette raison que le découplage, souvent érigé en solution à tous nos maux, ne marche pas en pratique.
Le découplage vise un objectif de croissance verte où la croissance du PIB serait décorrélée de la croissance des émissions de gaz à effet de serre. Ce qu'il faudrait atteindre est un découplage absolu, à savoir un PIB qui continue d'augmenter avec des émissions qui baissent. Aucune économie nationale n'a réussi à faire ça. Certains ont réussi à faire un découplage non pas absolu mais relatif. Le PIB continue à augmenter et les émissions aussi, mais il y a eu relativement moins d'émissions pour un même point de croissance par rapport à l'année précédente. C'est peut-être mieux que rien, mais ça ne change pas l'issue. Les émissions continuent à augmenter. Le problème étant qu'en remplaçant leurs énergies fossiles par d'autres sources, les entreprises augmentent parfois leur empreinte matérielle. C'est le constat de l'Agence européenne pour l'environnement qui indique que ces dernières années, la quantité de matière exploitée pour réaliser un point de PIB supplémentaire a augmenté. Pour prendre un exemple simple et peut-être pas véridique dans la réalité, mais c'est vraiment pour donner une illustration, en remplaçant une centrale thermique au gaz très productive par un champ de panneaux solaires, il va peut-être falloir beaucoup plus de place, que ce soit pour l'exploitation des matériaux, dont le nombre augmente aussi, pour l'assemblage et pour leur usage, donc certes moins d'émissions, mais une empreinte matérielle plus grande. C'est ce qu'on appelle un surcouplage. Comme l'a démontré Timothée Paric, qui travaille sur la décroissance, ce découplage relatif entraîne aussi ce qu'on appelle des effets rebonds. Les gains d'efficacité énergétique et donc carbone permettent parfois de baisser les prix avec pour conséquence une augmentation de la demande. Cela signifie à terme que la hausse de la consommation annule, voire surpasse le gain unitaire réalisé. La 5G est moins consommatrice que la 4G et donc en théorie plus vertueuse. En pratique, en donnant une plus grande accessibilité à Internet, son utilisation augmente et donc annule les gains d'efficacité énergétique, voire est pire encore. La solution capitaliste du marché carbone et du découplage met en fait de côté tout ce qui ne concerne pas le CO2. Mais encore une fois, d'autres solutions capitalistes ont été mises sur la table. La plus éloquente, c'est ce qu'on appelle les mécanismes de compensation. Comme le rapporte le chercheur Razmik Keshayan, le capital adopte un réflexe de marchandisation de la nature. Elle n'est pas prise en compte à cause de son invisibilité économique, il faut donc lui donner un prix, et désormais, toute destruction aura un coût. C'est comme ça qu'ont vu le jour les banques d'actifs biodiversité, qui consistent à faire payer une entreprise lorsqu'elle détruit un écosystème, pour permettre ensuite d'en protéger un autre part. Présupposant donc qu'il pourrait y avoir un moyen de mettre en équivalence deux écosystèmes. Ce qui amène aussi parfois à des aberrations où pour compenser des écosystèmes sont reconstruits artificiellement. Il n'y a aussi aucune obligation de réussite à la conservation des espèces qui vivaient sur le territoire détruit et encore moins de préserver les individus composant ces populations. Ces mécanismes dépeignent la nature comme un amas de pièces détachées que l'on pourrait dissocier et réassembler comme bon nous semble. En pratique, ces compensations sont souvent des écrans de fumée. Une autre idée proposée par le capital pour répondre à ce problème, non pas de pollution mais de destruction matérielle, ce serait l'économie circulaire. Réutiliser les matériaux d'objets usagés pour les nouvelles productions. Le problème étant que les matériaux finissent par s'éroder. On ne peut pas recycler une bouteille en plastique à l'infini. Donc cela pourrait peut-être ralentir un tant soit peu les destructions, certainement pas les arrêter. Alors il y a quand même des matériaux qui ne s'érodent pas, ou presque pas, ce sont les métaux. Donc à la limite, on pourrait faire une économie circulaire des métaux. Sauf que les objets où on les utilise sont de plus en plus complexes. Cela s'inscrit dans les forces élastiques du capital que j'ai évoquées dans le premier épisode. En recherchant les gains de productivité et de nouveaux objets à vendre, le capital produit du progrès technique pour s'échapper des impasses en termes de productivité et de désir des consommateurs. Or, un objet high-tech comme le smartphone est presque une table de Mendeleïev complète à lui seul. Une 50aine de métaux y cohabitent à une taille minuscule. Récupérer ces objets, trier les éléments qui les composent, déconstruire les alliages, pour ensuite les réutiliser,
serait contre-productif en termes d'énergie et de ressources utilisées. Le recyclage est au mieux matériel, on incorpore tous ces métaux les uns aux autres, mais pas fonctionnel, on perd les utilités différenciées de chacun d'entre eux. Dans tous les cas, une économie circulaire n'est pas possible dans le capitalisme puisque, comme nous l'avons vu, il repose sur l'augmentation constante des volumes de production. Donc quand bien même on réussirait à toujours tout recycler, les nouveaux prélèvements sur la nature se poursuivraient pour alimenter les nouvelles productions marginales. Mais alors, le capital pourrait peut-être puiser de toutes ses forces dans ses puissances élastiques pour freiner les destructions matérielles qu'il engendre. Par exemple, en numérisant ses productions. Plutôt que de vendre des vêtements matériels, il vendrait des vêtements à notre avatar dans le métaverse. Un peu comme on achète des skins dans les jeux vidéo en ligne. Ce qui ferait de nous des êtres de plus en plus cyber, ancrés dans une expérience artificielle de la vie, nous détournant de notre sensibilité matérielle, et donc invisibilisant toujours plus les destructions matérielles du capital. Celui-ci pourrait effectivement gagner du sursis, mais les productions numériques ne pourront jamais se substituer entièrement aux productions matérielles puisque nous restons des êtres de chair et que la production numérique, poursuivant une augmentation exponentielle de ses volumes, augmenterait toujours plus les besoins en objets high-tech et infrastructures de réseau et de stockage. Rosa Luxembourg, théoricienne marxiste assassinée en 1919 par un militaire qui sera ensuite récompensé par le régime nazi, dévie de la vision nécessitariste de l'histoire par des marxistes plus orthodoxes qui érigent le communisme ensuite logique et nécessaire du capitalisme. Elle résume sa conception ouverte de l'histoire par la formule presque prophétique « socialisme ou barbarie ». La mise en garde tient toujours, mais on pourrait l'étoffer par cette nouvelle assertion « socialisme ou dystopie ». Dystopie donc par la numérisation de notre existence, mais aussi par les tentatives du capital de reprendre le contrôle sur la nature. C'est ce qu'on appelle la géo-ingénierie, à savoir l'ensemble des méthodes qui visent à transformer les paramètres de la vie sur Terre, à ce que l'humain devienne l'ingénieur du vivant. Cela se traduit par exemple par la tentative de modifier la forme des précipitations, réduire l'épaisseur de certains nuages, déverser des aérosols dans la stratosphère. Quels pourraient être les effets en chaîne? Alors ça, c'est une question à laquelle nous n'avons pas la réponse. Ou alors si, la réponse habituelle. Nous allons continuer à innover pour toujours se sortir des mauvais pas, dont ceux que nous avons nous-mêmes créés. On se souvient alors de cette comparaison réalisée par Marx et Engels dans le manifeste du Parti communiste, je cite, « Le régime bourgeois ressemble au magicien qui ne sait plus dominer les puissances infernales qu'il a invoquées. » La vision capitaliste de l'économie est une vision cornucopienne. Du latin cornucopiae et qui signifie corne d'abondance, c'est la croyance selon laquelle les innovations techniques permettront de toujours satisfaire les besoins des humains et de contourner les limites planétaires. Cette pensée magique lui permet de continuer business as usual, tandis que la destruction de la nature poursuit son cours. Le capitalisme néolibéral est totalement schizophrène. Il te raconte deux histoires, ou plus exactement, il te raconte une histoire et par ailleurs, il en réalise une, il en accomplit une, totalement différente et en vérité, violemment contradictoire. L'une des expressions de cette schizophrénie, c'est par exemple BlackRock, le plus important gestionnaire d'actifs au monde, qui sort un rapport pour encourager à investir dans les entreprises plutôt écolo, mais qui dans le même temps fait échouer une résolution au sein d'ExxonMobil, société pétrolière et gazière, qui visait simplement à demander une explication au conseil d'administration sur sa stratégie suite aux sollicitations de la COP21. Les énergies fossiles restent beaucoup plus profitables que les énergies dites vertes. Or, il faut faire face à la concurrence et satisfaire les actionnaires. Alors, pour se donner bonne conscience, ils nous sortent le concept de capitalisme vert ou de croissance verte. C'est parfois fait de bonne volonté, mais ils n'arrivent pas à saisir que le problème n'est pas la couleur du capitalisme, c'est le capitalisme lui-même.
J'entends encore Macron nous dire qu'il ne faut pas produire moins, mais produire mieux, avec ce petit sourire mesquin qui lui est si unique. Pas du tout, Manu. Le premier problème n'est pas d'ordre qualitatif, mais quantitatif. Mais c'est notre manière d'habiter l'espace, l'enjeu. Si vous voulez, le point maintenant, c'est pas de faire une source d'énergie propre, parce qu'avec un bulldozer qui fonctionne à l'énergie solaire, on peut raser la forêt amazonienne. On n'aura pas émis de CO2, mais on aura quand même rasé la forêt. Ce qu'il faut maintenant, c'est comprendre que la vie vaut pour elle-même, c'est de cesser d'instrumentaliser et de financiariser des valeurs qui sont fondamentalement hétérogènes à ces atrophies, en quelque sorte, ou à ces réductions. Et ce qui est extraordinaire, quand même, c'est que dans le passé, on aurait dû le faire pour éviter le colonialisme, pour éviter des affronts sociaux absolument extraordinaires. On n'a pas su le faire, parce que les dominants, entre guillemets, les puissants, n'avaient aucun intérêt à le faire. Mais aujourd'hui, même ceux qui ont les rênes ont intérêt à le faire, parce que cette activité de surprédation devient suicidaire. Donc si même cette fois nous échouons, ça relève quand même littéralement d'une sorte de folie humaine. Ce n'est pas une folie, mais bien un paradoxe dans l'esprit du capitaliste, un clash des rationalités. D'un côté, la rationalité du long terme, il faut que notre activité soit soutenable dans le futur si l'on veut continuer à faire du profit, mais en même temps, cette soutenabilité dans le temps ne pourrait être acquise que par des baisses de compétitivité et donc perdre des profits ici et maintenant. D'autant plus que les riches ont beaucoup plus à perdre à la sobriété que le reste de la population. Plus de jets privés, plus d'yachts, plus de golf à l'herbe verdoyante. Et même au-delà de ça, certains bourgeois sont tout à fait conscients du problème, mais ne semblent pas concernés. L'ancien trader et lanceur d'alerte Jérémy Désir explique dans une interview accordée à Public Sénat, je cite, « Mon boss personnel était dans le cynisme. Il disait « Dans tous les cas, c'est foutu. Dans mon pays d'origine, il n'y aura pas de montée des eaux. Dans le tien, en Martinique, il y en aura. Et des sécheresses. Mais voilà, moi je serai bien. » Ou encore un autre exemple, lorsqu'on me confie que des supérieurs font tout pour parier sur l'effondrement, parier sur certaines matières premières qui vont se raréfier. Ils n'ont pas des raisonnements comme Monsieur Tout-le-Monde, ils ont beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de pouvoir. Il ne faut pas minimiser la conscience de la nuisance des personnes qui sont aujourd'hui aux manettes et qui sortent des écoles que j'ai pu fréquenter. Certains bourgeois adoptent une posture du « après moi le déluge », mais d'autres n'hésitent pas à construire dès maintenant des bunkers leur permettant de survivre dans une situation de fin du monde. France Inter, La Terre au carré. 14h32, on passe au vert, Camille Cronier. Et si vous voyez la fin du monde approcher et que ça vous fait flipper, pas de panique. Welcome to the Survival Condo, a luxury bunker built for the super rich. Il existe des bunkers de luxe construits pour les super riches, donc dit la dame, dont on trouve des vidéos partout sur Internet. Et il y a une salle de gym pour garder la forme avec vos copains de bunker, et une grande piscine avec vrais palmiers et toboggans, une bibliothèque avec des milliers de livres, un cinéma, un mur d'escalade, et même un lieu de promenade pour les chiens. Parce que tout apocalypse digne de ce nom, il y a un chien. Alors là, il y a un poil de second degré. C'est une vidéo qui parle des bunkers les plus luxueux au monde. Mais c'est très sérieux. Ces abris qui coûtent plusieurs millions de dollars, vous vous en doutez, existent vraiment, ultra sécurisés avec écran simulant des paysages et des météos différentes. Des potagers et même des potagers en intérieur bien sûr et même de l'aquaculture pour manger du poisson. Oui, allez voir les sites de Vivos Europa One par exemple ou Rising S Bunking. L'auteur américain et spécialiste des nouvelles technologies Douglas Rushkoff affirme même que Peter Thiel, entrepreneur très proche d'Elon Musk, en a un immense en Nouvelle-Zélande et que Jeff Bezos a le sien sous la rampe de lancement de ses fusées. Et il raconte aussi dans son dernier livre La survie des plus riches qui vient de sortir aux États-Unis, cette conversation avec 5 milliardaires dans une conférence privée. Ils ont commencé à me poser des questions sur leurs bunkers. Est-ce qu'ils devraient plutôt les installer en Alaska ou en Nouvelle-Zélande? Comme s'ils avaient accepté l'idée qu'un événement cataclysmique va se produire. Ça va de soi pour eux. C'est une certitude. Les bourgeois ne vont pas se mettre à aider les travailleurs quand tout ira mal. Ils n'apporteront jamais de solution au désastre qu'ils ont créé. La solution ne peut pas et ne pourra jamais être capitaliste.
Maintenant que nous avons fait ce constat, que nous sommes définitivement anticapitalistes, il faut savoir vers où nous allons. Ce n'est pas l'objet de ce podcast, qui a plutôt pour objectif de définir les fondations de notre rupture avec le capitalisme. Mais parce que je ne me voyais pas en finir ici, j'ai esquissé quelques lignes sur la bifurcation qu'il nous faut engager. Les détails seront, je l'espère, le sujet de futurs podcasts. Mais j'étais enfin heureux. J'étais plus dans la dénonciation d'un capitalisme pourvoyeur en victime. J'étais dans le fait de d'épier toutes les capacités qu'ont ces prétendues victimes à se poser en alternative à la classe dominante. Toujours selon Razmik Kocheyan, le capitalisme ne s'étant toujours pas effondré sous le poids de ses contradictions, être éco-socialiste, c'est considérer que la rupture avec le capital ne peut avoir lieu que par une volonté politique. La rupture ne prendra place qu'à partir d'une volonté collective d'aller vers un système diamétralement autre. Il place également comme centrale la prise du pouvoir d'État, puisque l'État agit comme un facilitateur pour le capitalisme dans sa destruction de la nature. Par exemple, par la protection inébranlable des droits de propriété privée, on l'a vu encore récemment avec la question des méga-bassines. L'État est également l'acteur majeur dans un processus de privatisation des bénéfices, socialisation des coûts. L'activité devient soutenable grâce aux subventions accordées au capital, grâce à la prise en charge des coûts liés aux conséquences de la pollution et aux désastres environnementaux. Il faudra reprendre certaines dispositions proposées par la Convention citoyenne pour le climat sur la limitation de la publicité, de l'obsolescence programmée. Bon, on va pas les limiter, nous, on va les interdire. Éduquer les futurs citoyens à la conception d'un monde contraint, soutenir les filières de réparation, limiter le transport aérien, engager un audacieux plan de rénovation thermique, encourager le développement de l'agriculture agroécologique, se diriger vers une alimentation plus végétale. Ce sont des leviers, mais ils ne sont pas suffisants. Le capital ne se laissera pas mener à la baguette par un État éco-socialiste. L'État pourra être notre facilitateur, mais il faut renverser le capitalisme par la base. Les travailleurs doivent reprendre le pouvoir sur les moyens de production, sur les terres accaparées par l'agrobusiness. La production doit être décidée à l'avance pour transformer le métabolisme social, n'être guidé que par les besoins réels de la population et non pas par l'offre. Il ne fait aucun doute qu'un certain confort matériel devra être revu, puisque simplement intenable. Moi, ça m'interroge. Je vais vous dire, je pense que ça intéresse beaucoup de gens. C'est-à-dire, on a le droit à, disons, 4 vols dans toute notre vie. Mais il y a beaucoup de gens qui prennent l'avion pas seulement pour leurs vacances ou par loisir. Il y a beaucoup de gens qui prennent l'avion aussi pour rentrer chez eux et voir leur famille qui habite dans un pays qui n'est pas leur pays d'origine. Il y a beaucoup de gens aussi qui voyagent pour le boulot. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là ? Alors, je leur dis plusieurs choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, l'avion, c'est 8% du pétrole mondial. Et l'avion est né avec le pétrole et mourra avec le pétrole. D'accord ? Donc, il n'y a pas de solution technique à l'échelle pour conserver les quelques milliards, je ne sais plus exactement combien il y en a maintenant, de passagers aériens qu'on a par an. Il n'y a pas de solution technique à l'échelle. Mais voilà. Comment on fait ? Vous êtes marocain, vous êtes brésilien, vos parents... Je suis désolé de le dire, ils verront moins souvent leurs parents au Brésil et au Maroc. Cela ne veut pas dire que nous serons noyés dans la misère et le malheur, comme aiment à le dire les représentants de la classe bourgeoise qui ne font que protéger le pouvoir de leur maître. Cela veut dire que nos imaginaires devront être transformés, comprendre que le bonheur repose en particulier sur la qualité de nos relations sociales, pas sur nos achats compulsifs du dimanche, pas sur la possession de la dernière Tesla ou d'un méga yacht. Que l'horizon individuel n'est pas de devenir milliardaire, mais de cultiver l'intelligence collective. Nous n'allons pas vivre dans la misère, et je dirais même au contraire. Razmik Kocheyan, tout comme Frédéric Lordon, parle de communisme luxueux. Aujourd'hui, le luxe, destiné aux riches, c'est d'avoir des objets qui durent longtemps, tandis que le reste de la population doit vivre avec des objets de mauvaise qualité, victimes, bien souvent, de l'obsolescence programmée.
Les capitalistes vivent avec des objets de qualité mais refourguent de la camelote au plus grand nombre. Un métabolisme social communiste n'engendre pas l'augmentation des volumes de production et donc le recours à l'obsolescence programmée. La production globale fournirait donc des biens de qualité à tout le monde. Pour faire advenir cette alternative, il va falloir faire comprendre qu'un ailleurs est possible. En cela, les initiatives de création d'écolieux peuvent aider, dans leur simple puissance d'affirmation qu'un autre mode de vie est possible et pour l'élaboration tâtonnante de l'avenir. La prise du pouvoir d'État, la socialisation des moyens de production, les en dehors ici et maintenant, les nouveaux imaginaires à créer. Voici la liste non exhaustive des composantes de ce que l'on pourrait appeler la fractale révolutionnaire, pour reprendre le mot de Damasio. Agir à toutes les échelles, dans tous les domaines. Se mettre en mouvement réel vers l'abolition des frontières à notre liberté d'établir une société soutenable, vers l'abolition de l'État existant. Mais ne nous trompons pas. Ce long et sinueux parcours ne sera pas une promenade de santé, parce que le capital ne se laissera pas faire. Et ce ne sont pas les sit-ins devant les galeries marchandes ou sur les autoroutes qui vont le faire changer d'avis. Dans ces situations d'ébullition révolutionnaire, il sortira toujours le joker de son jeu. Ce joker, c'est l'option du fascisme. Is it true that automatically you can jump from capitalism to socialism? No. The ruling bourgeoisie will try to kill you first, suppress you. So, when Marx says in the Communist Manifesto, you must win the battle for democracy, it means you must assert your democratic rights, the right to assemble and speak out, and all the other rights. And then when your mass movement becomes big, and then they will try to suppress you, they will come out with fascism. So before you can have socialism, the capitalist, monopoly capitalist class will unleash fascism under various pretexts. They use chauvinism against immigrants, xenophobia, Islamophobia, and also many other tricks just to hide the roots of the crisis. Ça ne vous a peut-être pas échappé, mais à plusieurs reprises tout au long de mon développement, j'ai évoqué des faits qui pourraient très bien être repris par une droite identitaire. Le capitalisme est un régime de jouissance. Notre société est donc une société de vice. Mais tout à fait, s'exclame Jean-Eudes, petit facho qui m'écoute. Les femmes ont perdu leur place à la maison, les hommes se féminisent. On sait bien que toute civilisation qui voit ses hommes se féminiser est vouée au déclin. Et alors je ne vous parle pas du péché absolu de l'homosexualité. D'ailleurs, quand je dis que le dimanche à l'église a été remplacé par le dimanche au centre commercial, c'est exactement ce qu'on retrouve chez Jean-Claude Michéa, un auteur aujourd'hui très lu à droite. En parlant de manche-dit plutôt que de dimanche, il met en lumière la destruction par le libéralisme de ce temps de vie commune qu'était le jour du Seigneur, qui n'est plus sanctuarisé mais devient un jour où l'on travaille et qui reste dédié à la consommation comme tous les autres jours de la semaine. En fait, tout ceci se rapporterait à une même cause, la destruction de la nature. Et ça, c'est une confusion qu'ils reproduisent à l'envi. C'est poser en équivalence la nature, au sens d'environnement, et la nature dans son sens ontologique, à savoir comment devraient se comporter naturellement les individus pour que la société tourne bien. La société libérale détruirait l'ordre social naturel de la même façon qu'elle détruirait l'équilibre qui la relie à son environnement. Ce qui en pousse certains à nous dire « Les gars, arrêtez tout, on est potes. Nous aussi, on est écologistes. » Et puis, c'est bien connu que l'écologie, c'est quand même vachement un truc de droite. Pas de chance, nous savons pertinemment que c'est aussi cette nature sociale qu'ils défendent qui alimente la destruction de l'environnement. Sexisme, racisme, spécisme. Le capital s'est toujours engouffré dans les oppressions qui lui préexistaient pour augmenter ses capacités de production.
Difficile au XXIe siècle de faire travailler des enfants blancs dans les mines de cobalt. Nous savons pertinemment qu'ils n'ont en réalité aucun problème avec le capitalisme, car c'est simplement son opportunisme culturel de conjoncture qu'ils rejettent. Le programme de Zemmour nous l'a bien montré, ils sont illibéraux culturellement et démocratiquement, mais libéraux économiquement, c'est-à-dire capitalistes, puisque la doctrine libérale n'en est que la complice mécanique. Et même si d'autres nuances du fascisme sont moins libérales économiquement, ou en tout cas sont présentées comme telles, le capital sera toujours prêt à lâcher du lest le temps que la répression opère sur ses véritables ennemis. Vous n'en savez rien. Moi, je ne pense pas qu'on manquera d'eau. Je crois à deux choses. Je crois à l'adaptabilité infinie de l'espèce humaine, et je crois au génie humain qui va trouver des solutions techniques comme il a toujours trouvé pour se sortir des situations qui paraissent des impasses. Donc, si vous voulez, je crois profondément. Extrêmement simple, c'est que par exemple les grands médias sont possédés par des milliardaires, or le capital fait très très bien la différence du point de vue de ses propres intérêts entre Marine Le Pen et un Mélenchon. Très très bien, le capital sait parfaitement qu'avec Marine Le Pen rien ne change. Tout est OK pour lui. Il n'y aura pas le moindre problème. Avec Mélenchon, c'est pas le grand soir, mais dans la tête d'un capitaliste, si, c'est déjà quasiment le grand soir. Mais ne pensons pas qu'après le capitalisme et sa répression, nous aurons atteint la fin de l'histoire. Évidemment, dans une perspective matérialiste, on considérera que la transformation des bases matérielles de la société influencera les esprits qui la composent. Si nous passons à un mode de production communiste, l'influence sera bénéfique puisque les rapports de production ne seront plus basés sur l'asservissement d'une classe par une autre, ni sur la compétition à l'intérieur même de ces classes. Mais pensez que nous aurons alors atteint une sorte de paradis terrestre où tout le monde y sera gentil, reste un leurre. Le patriarcat, le racisme, l'homophobie n'ont pas attendu le capitalisme pour naître. Et même si le communisme ne sera pas structurellement destructeur de la nature, comme l'est le capitalisme, cela ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas l'être conjoncturellement. En théorie, la destruction de l'environnement pourrait être décrétée démocratiquement dans les institutions prévues à cet effet. L'économie n'est pas suffisante. Il faut, comme le préconise l'astrophysicien Aurélien Barraud, engager une refonte axiologique majeure, à savoir interroger continuellement les fondations de nos valeurs, de nos normes et de notre être à l'espace. Cela passera donc aussi par l'art, entremêlé dans les autres composantes d'une évolution révolutionnaire dont une partie est déjà là, des alternatives au sein du capitalisme qui ne demandent qu'à être déployées. Mais il va vraiment falloir se bouger le cul, parce que là, le temps nous est compté. Alors, c'est à vous maintenant d'entrer en action. Rejoignez un syndicat, un parti politique, une association ou un réseau de lutte locale comme les soulèvements de la terre. Organisez-vous en groupe autonome d'autodéfense populaire pour tenir la rue. Tout le monde a sa place. Chaque action que nous menons est un pas de plus vers la conscientisation, la politisation des indifférents, vers l'alternative que nous allons faire advenir. Certains considèrent peut-être qu'il est déjà trop tard et que cela ne sert à rien d'y perdre son temps. À cela, j'apporterai une réponse d'ordre philosophique. Le philosophe Blaise Pascal considérait qu'il n'était pas possible de prouver l'existence de Dieu. Les croyants comme les athées parient donc sur son existence ou sur son inexistence et construisent leur vie selon ce premier principe. Pour Pascal, il est plus raisonnable d'y croire, car autrement, la vie dans l'au-delà qu'il nous réserverait sur la base de nos actions ici-bas ne nous serait pas favorable. Le marxiste pascalien Lucien Goldman a repris cette idée du pari en la sécularisant. Dans le sillage de Rosa Luxembourg, il nous est impossible de prouver qu'un autre monde adviendra. Mais en ne s'engageant pas, tout est perdu d'avance.
Comme le disait Walter Benjamin, le capitalisme ne va jamais mourir de mort naturelle. Face aux désastres environnementaux, la révolution éco-socialiste ou communiste est la seule chance de survie de l'espèce humaine. Parier sur son avènement, quitte à y dévouer sa vie entière pour un rien, est donc le choix le plus raisonnable. En s'y dévouant, en travaillant pour l'incertain, dirait Goldman, nous augmentons nos chances d'y parvenir. La théorie liée à la pratique, la praxis révolutionnaire. Daniel Ben Saïd, compagnon de route d'Alain Krivine et figure du nouveau parti anticapitaliste dans les dernières années de sa vie, écrit « Il est mélancolique sans doute, ce pari sur l'improbable nécessité de révolutionner le monde. »